mais on est totalement d'accord d'abord sur la position. C'est un peu l'idée des assises du fédéralisme. Les assises du fédéralisme. Oui. C'est de travailler là-dessus. C'est le matin, je crois, toute la C'est Lille, ça. Alors, non, l'assise du fédéralisme, ce sera plus tard. Ce sera au mois de février. Avec le matin. Peut-être qu'on se hâte lentement. Voilà. On fait le travail en profondeur. Donc, c'est l'idée que j'expliquais tout à l'heure. Donc, les assises du fédéralisme, avec le matin, la description d'exemples de fédéralisme qui fonctionnent, pour bien montrer que ça existe ailleurs. Hein, et derrière, une discussion l'après-midi, et le lendemain matin, conférence de presse avec un programme signé. C'est le mouvement européen, avec l'ensemble des associations européennes. Et nous, il y a une manière quelconque où on peut être associé. Bien sûr. Non, bien sûr. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose sur ça. Écoute, je te fais signe. Bah écoute, bon, pour l'instant, il y a des premières réunions qui sont montées. Pour que ça se mette en place. Je pense que ça c'est où? Ça devrait se passer à Paris normalement. Je pense qu'on pourrait être... Enfin, l'important, c'est que ça chemine. Et donc l'idée derrière, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on a un pacte européen, c'est pas un programme, mais quelque chose, on peut aller le faire signer et aux uns et aux autres. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que je ne vois que très peu de papiers qui soient anti-fédéralistes. Je n'en vois pas beaucoup qui le soient. Ah si. Non, quand même, hein. On voit... Si, on regarde comme Bendit, moi je ne vois que des papiers fédéralistes. Ce sont des pionniers. Que des pionniers. Non, mais il en faut, de toute façon. L'important, c'est de faire progresser l'idée. Ça fait 60 Les politiques, ans les politiques, les élites sont pour. Ils ne le disent pas. Mais les politiques ne le disent pas. Parce qu'ils savent que la population... C'est leur c'est ça le problème. C'est pour ça que... C'est bien pour ça qu'il faut justement avoir un papier bien précis, ce que tu viens de dire, et qui soit signé par des milliers de personnes. À nous, et le cas échéant, à nous de le faire signer par à nos proches et de les convaincre. Ce que dit monsieur est très important parce que je constate que ceux qui attaquent l'Europe avec le plus de virulence, ce sont ceux qui, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, excluent tout abandon d'une parcelle quelconque de la souveraineté nationale. Et ça, c'est un argument qui est fort pour eux. Et jusqu'à maintenant, je considère que nous n'avons pas su s'opposer à cet argument. Et moi, j'appellerais de mes voeux, de la part du mouvement européen, ça fait déjà 10 fois que je le dis, que M. Cavada nous livre un argumentaire, pas trop long, mais bien foutu, qui nous permettrait aux uns et aux autres de défendre l'idée d'Europe. Car les produits finis qui nous viennent du mouvement européen France, je vous avoue que je ne les vois pas. Et le premier d'entre eux qui me paraîtrait utile, ce serait ça, un argumentaire bien foutu, qui tiendrait compte des objections les plus virulentes du moment, et qui nous permettrait aux uns et aux autres, justement, de nous armer contre les gens qui sont contre nous. Je ne partage pas votre optimisme concernant l'opinion publique française qui irait vers l'Europe, hein, car tous les sondages, c'est le contraire. Je ne parle pas de l'Allemagne qui est en train de plonger, mais chez nous, ça ne va pas fort non plus. Hein. Moi, je crois que la meilleure manière d'agir, nous, mouvement européen, c'est de ne pas être trop optimiste et de considérer au contraire que les choses vont mal. Hein. Non, mais les choses vont mal. Je suis d'accord avec vous. L'opinion publique n'est pas très européenne, loin de là, mais elle sait qu'elle n'a pas le choix non plus. Il y a les deux. Dans le fameux sondage sur l'Europe qui a fait tant de bruit, où on a posé la question aux personnes, est-ce que vous seriez d'accord pour voter pour Macron? Et c'était un non, genre à 65%. Bon, mais on leur posé la question, est-ce que vous voulez sortir de l'euro? Et c'était également un non à 65%. Donc, mais il y a une très grande différence. On a pris que le premier des sondages. Le deuxième, la même question a été posée. Ils ne veulent pas sortir de l'euro. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Oui, mais il y a une très grande différence entre le choix par défaut et le choix par enthousiasme. Je suis bien d'accord. Or, nous devons préconiser
un choix fondé, comme dit monsieur, par enthousiasme, pas par défaut. Or, actuellement, c'est l'idée de l'Europe par défaut, c'est-à-dire l'Europe subie, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je rejoins Olivier, je pense qu'aujourd'hui, sur un référendum, l'Europe, les gens peuvent voter pour l'Europe. En revanche, il y a eu une grande réserve sur l'élargissement de l'Europe. Et Maastricht, dans l'esprit des gens, c'est l'élargissement. Est-ce qu'on a bien fait d'ouvrir à certains pays de l'Est? Est-ce qu'il faut encore... Mais ça, c'est fini. Ça. Oui, mais le vote sur Maastricht, quand les gens disent je ne voterai pas, c'est là-dessus. En revanche, aujourd'hui, sur le traité européen, sur la monnaie unique, je crois qu'une grande majorité de nos compatriotes sont convaincus qu'on n'a pas le choix. Soit il n'y a pas d'enthousiasme, mais ils y adhèrent. Mais pour répondre, développons l'idée d'une Europe éventuellement à 2 vitesses, l'Europe des 17 et l'Europe des autres. Ça, ils nous rejoindront. L'important, c'est d'être une force d'entraînement. Or, aujourd'hui, moi, je sens qu'on est beaucoup trop européen par défaut. Et ça, c'est une passivité qui est extrêmement malfaisante. Ce qui me gêne dans l'opinion publique, c'est qu'elle est incohérente. Elle veut ne pas perdre la souveraineté, mais en même temps, elle sait très bien que si nous perdons l'euro, ce sera un appauvrissement généralisé. Et elle a peur, l'opinion publique a peur de cet appauvrissement. Et elle ne se rend pas compte que les deux sont incompatibles. Et je crois qu'il faut leur faire comprendre l'incohérence de deux positions, de deux idées qui sont incompatibles. Pardon. Moi, je suis absolument d'accord avec monsieur. Je pense qu'il faudrait vraiment un argumentaire, même avec monsieur et madame, il faudrait vraiment un argumentaire qui explique vraiment fort qu'on puisse vendre le mouvement et également, ok, l'Europe fédérale, mais comment y arrive? Quelle méthode on propose pour y arriver concrètement? La crise économique, c'est une occasion ou jamais. Y aller, là, oui. En tout cas, je pense que l'idée est bonne d'avoir un argumentaire, parce que c'est, à mon avis, assez facile à réaliser. Si, on peut avec une méthode. En revanche, la méthode pour y arriver. Oui, dans ça, faut être très prudent. Ça, c'est très difficile. Déjà, un argumentaire, ça peut être transpolitique. Voilà. Après, c'est un problème politique. Mais à la limite, quitte à proposer plusieurs, mais je trouve qu'il faut être concret. Oui, non, mais concret sur les objectifs, les raisons d'espérer, les raisons d'être enthousiaste par rapport aux défauts. Sur la méthode, moi je dirais, c'est très variable en nord, sud, est et ouest. Hein. Vous n'avez pas parlé de la même méthode. Mais alors, quitte même à dire qu'il y a plusieurs méthodes, et, oui. Et on arrive au résultat, mais de dire, voilà, il y a des chemins qui existent. Parce que là, aujourd'hui, on dit, ok, il faut l'Europe, et ça va créer de l'emploi, mais entre la crise actuelle et l'Europe qui va créer de l'emploi, les gens ne voient pas le lien. Oui, mais la grande vertu de la pédagogie, c'est de révéler à l'autre ce qu'il est lui-même. Bon. Et une fois qu'on atteint un certain nombre de personnes, on atteint un seuil critique, à ce moment-là, le reste, c'est plus que de la méthode, et ça suit son cours. Le problème, c'est d'amener un minimum d'opinion publique à émerger, au seuil de prise de conscience, de l'enthousiasme et pas de la passion. Et ça, c'est pas une question de méthode. Mais on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ce que vous dites, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est un discours qui cible les On ne personnes. peut pas passer le micro dans les Il faut faire quelque chose. Je suis pas sûr qu'il marche, mais ça marche. Je suis désolée, mais je trouve que c'est un discours que vous avez qui est tout à fait exact et qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Il faut pouvoir trouver des mots que tout le monde peut comprendre et tout le monde peut s'aligner dedans. Parce que votre percutant, merci Jean-Paul. Il faut que ce soit, parce que votre théorie est excellente, mais si on s'adresse comme cela à tout le monde, les gens ne vont rien comprendre du tout. Non, mais donc il faut être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus virulent. Et voilà. Et je rejoins tout à fait Floria pour dire qu'il faut faire. Floria, c'est joli aussi. Fabula, c'est très joli. Voilà. Non, mais l'idée de l'argumentaire est très bonne. Je pense que, bon. Pourquoi on ne l'a pas fait depuis longtemps? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que les élites, très clairement, ont pris parti pour l'Europe. Ça n'a pas empêché le vote contre. Le vote contre, il est venu effectivement d'Internet, il est venu des discussions sur les blogs, etc. Des peurs. Donc, des discussions à des dîners. Et c'est là, sans doute, où le mouvement européen doit être un mouvement de militants qui, dans les dîners, expliquent, voilà, présent.
Et ne pas parler forcément aux élites, mais parler comme à des mortels. Olivier, je crois que le problème, c'est que les Français sont tous persuadés que le modèle social français est le meilleur modèle au monde. Et donc, tant qu'ils seront persuadés que le modèle social français est le meilleur modèle qui existe au monde, bien sûr que tout sera perçu, toute perte de souveraineté dans ce domaine-là, parce qu'en fait, derrière leur tête, il y a toujours cette idée qu'ils vont perdre des acquis sociaux, ils vont perdre des avantages acquis. Le jour où on pourra les persuader que, ce modèle-là n'est pas le meilleur modèle au monde, et qu'il en existe d'autres. Moi, j'étais en Suède l'été dernier. C'est un modèle social tout à fait remarquable, dont personne ne parle en France, avec 25% quand même de taux de TVA, et qui fonctionne très bien, et qui fonctionne depuis plusieurs années. Le jour où les Français seront persuadés qu'il existe d'autres modèles de très haute valeur sociale et qui peuvent être tout à fait adaptés à la situation particulière de la France, peut-être qu'ils vont commencer à s'ouvrir vers d'autres façons de concevoir les relations sociales, vers la conviction que finalement la perte de souveraineté dans le domaine social, parce que c'est vraiment ça l'essentiel. Ils savent très bien qu'ils ont perdu déjà une grande partie de leur souveraineté dans le domaine économique. Le vote d'aujourd'hui n'est que la confirmation de ce que pensent la plupart des Français, et ça ne les dérange pas réellement. Mais par contre, ce qui les dérange beaucoup, c'est de perdre leur modèle social. Si on n'arrive pas à les persuader de ça, si on n'arrive pas à les persuader qu'il y a d'autres modèles qui fonctionnent, je pense que le blocage n'est pas prêt d'être levé. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense... Bon, la vraie question, c'est de démontrer qu'il y a un modèle social européen. Oui, qui fonctionne. Moi, quand j'étais étudiant il y a quelques dizaines d'années, la Chine, on connaissait un peu les États-Unis, mais on s'intéressait à l'Europe. Notre horizon, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est le modèle social européen, et ça, on peut quand même le démontrer, par rapport à un modèle social chinois, par rapport à un modèle social brésilien, par rapport à un modèle social américain, et même suédois, mais il fait partie de l'Europe. Mais il faut lui donner un contenu. Bon, il faut donner un contenu. On peut démontrer que le modèle social européen est quand même beaucoup plus protecteur que le modèle social chinois, assez facilement. Mais pas aussi de protection que le modèle social français. Oui, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Le modèle social espagnol, le modèle social espagnol est plus protecteur que le modèle social français. Par exemple. Je ne suis pas sûre parce que je connais des Espagnols qui viennent se faire soigner en France. Qui viennent se faire opérer et soigner en France. Dans le domaine du chômage, par exemple, c'est supérieur en Espagne qu'en France. Dans le domaine de la sécurité sociale, c'est autre chose. Bon, mais je pense que les Français peuvent comprendre que la différence, c'est qu'on est placé quand même dans un monde globalisé, où la France n'est pas en concurrence avec l'Allemagne, mais en concurrence avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Brésil, et demain avec l'Afrique. Bon.